Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le discours à la nation du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration au Burkina Faso, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est adressé aux citoyens ce 1er avril. Un discours centré essentiellement sur la situation sécuritaire. Soufaway pour Stand Up for African Women Entrepreneurs, c'est le programme initié par le groupe Attijari Wafa Bank pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin en zone CEMAC. Et puis une réduction temporaire de la taxe sur le carburant en Afrique du Sud, une mesure mise en place par les autorités pour soutenir les familles impactées par les conséquences de la guerre en Ukraine. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, des députés dans le collimateur de la justice en Tunisie. Un bon nombre d'entre eux sont visés par une enquête pour complot contre la sécurité de l'État. Et pour cause, ils ont défié les directives du président Kais Saied, qui avait décrété en juillet 2021 le gel des activités du Parlement. Les parlementaires s'étaient en effet réunis ce 30 mars pour une séance virtuelle centrée sur l'annulation de ces mesures fortes. Session qui a aussitôt déclenché la colère du pouvoir. En guise de sanction, le président avait ainsi dissous le Parlement. Paix et sécurité, tels étaient en quelque sorte les mots d'ordre du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba lors de son discours adressé au Burkinabé ce 1er avril. Un discours durant lequel le président du MPSR est aussi revenu sur la durée de la transition. Si sa position reste inchangée concernant le délai de 36 mois, cette période pourrait être révisée en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Un sujet de la rédaction. C'était son deuxième discours à la nation depuis sa prestation de serment. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé au Burkinabé ce vendredi 1er avril. À l'heure où la menace terroriste reste vive dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'insécurité était donc au cœur de son discours. Le président du MPSR est catégorique. Le retour à l'ordre constitutionnel passera nécessairement par l'amélioration de la situation sécuritaire. La durée de la transition, décidée de façon consensuelle par l'ensemble des forces vives de notre nation, tient compte d'une réalité qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabé actuellement, à savoir la situation sécuritaire. Plus vite nous arriverons à juguler cette situation et plus vite nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel normal. Restaurer la paix et la sécurité, un objectif que les autorités de transition n'entendent pas perdre de vue. Pour y parvenir, l'homme fort du pays a listé dans son message à la nation une série de mesures. Parmi elles, la création de comités locaux de dialogue qui aura pour mission d'entreprendre des discussions avec des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Autrement dit, la junte semble être ouverte aux négociations avec certains groupes armés. Burkinabé des villes et des campagnes. Ces temps de guerre nous imposent des sacrifices qu'il nous faut assumer collectivement. Pour créer les conditions d'un engagement total de tous autour de l'essentiel qui est de recouvrer l'intégrité de notre territoire, en plus des mesures déjà en cours, j'ai décidé, premièrement, de la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Concernant la durée de la transition, le chef de la junte n'entend pas changer sa ligne de conduite. Un délai de 36 mois reste privilégié malgré les inquiétudes de la CEDEAO. Le lieutenant-colonel précise tout de même que cette durée pourrait être révisée si la situation sécuritaire venait à s'améliorer.
Dans l'actualité également, le verdict est tombé pour les 13 militants de la lutte pour le changement en République démocratique du Congo. Ce vendredi 1er avril, le tribunal militaire de Beni les a condamnés à 12 mois de prison ferme. À cette peine s'ajoute également une amende de $125. Une condamnation injuste selon l'ONG qui estime que la justice militaire opprime et étouffe les libertés fondamentales. Rappelons que ces 13 militants avaient été arrêtés en novembre dernier lors d'une marche de protestation contre la prolongation de l'état de siège instauré dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mobilisation qui avait été interdite par les autorités. Il faut dire que malgré l'instauration de cet état de siège, l'insécurité persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars ont contraint de nombreux habitants à fuir vers l'Ouganda voisin. Les Nations Unies estiment que depuis le début des combats entamés le 28 mars, quelques 10 000 ressortissants congolais sont allés trouver refuge dans le district de Kisoro. Un sujet de la rédaction. Des populations épuisées par le conflit. En République démocratique du Congo, ces habitants ont été contraints de fuir l'est du pays, secoués par de nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Selon les autorités de la province du Nord Kivu, des positions de l'armée ont été attaquées dans la nuit du 27 au 28 mars dans le territoire de Rutshuru. Face à cette insécurité palpable, les Congolais sont allés trouver refuge en Ouganda. On vient de nous dire que le M23 est revenu. Ils sont sortis de la forêt pour attaquer le gouvernement congolais. Pour le moment, nous ne voyons que des forces gouvernementales monter et descendre la route, mais nous n'avons pas encore de solution. Un regain de tension qui risque d'envenimer les relations entre Kinshasa et Kigali. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, Sylvain Ekenge, a accusé les forces de défense rwandaises de soutenir le M23. Conférence durant laquelle il a aussi annoncé l'arrestation de 2 militaires rwandais. Les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux, avec la promesse de poignarder la RDC dans le dos. Face à de telles accusations, les réactions ne se sont pas fait attendre du côté rwandais. Sur les réseaux sociaux, l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, Vincent Karega, a fermement affirmé que le Rwanda ne soutient ni politiquement ni militairement les M23. Le diplomate était d'ailleurs convoqué ce 29 mars par le ministre congolais des Affaires étrangères. Promouvoir davantage l'entrepreneuriat féminin au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est tout l'enjeu du programme Soufawe, lancé le 29 mars lors d'une cérémonie officielle organisée au Cameroun. Initié par le groupe Attijari Wafa Bank, ce projet a aussi bénéficié du soutien de la Banque africaine de développement. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Avec plus de 600 millions de créatrices d'entreprises, l'Afrique s'impose comme le continent au taux de femmes entrepreneurs le plus élevé au monde. Pourtant, les femmes africaines restent confrontées à de nombreux obstacles pour pérenniser leurs activités, notamment en matière d'accès au financement. Pour booster le dynamisme des femmes de la zone CEMAC, le club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a procédé le 29 mars 2022 au lancement du Soufawe CEMAC, un programme qui devrait, selon le ministre des Finances du Cameroun, concevoir des politiques favorables à l'entrepreneuriat, permettre aux femmes entrepreneurs d'accéder au financement bancaire. Ce fonds traduit la constante volonté des pouvoirs publics d'augmenter l'offre de financement de l'entrepreneuriat local. Il viendra compléter les instruments déjà existants, à l'instar de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises et la stratégie nationale de la finance inclusive, dont le but est d'améliorer l'accès des femmes et des jeunes au financement. Je me réjouis de constater qu'à côté des mesures sus-évoquées prises par le pouvoir public, il existe des initiatives portées par le secteur privé avec l'appui de nos partenaires internationaux pour promouvoir et encourager l'entrepreneuriat en général et féminin en particulier.
Selon Mounaka Diri, directrice Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, ce rendez-vous d'affaires qui a connu la participation de plus de 200 entreprises africaines dirigées par des femmes est revenu sur la problématique d'accès au financement, notamment des projets portés par des femmes. Nous avons travaillé de concert avec SCB Cameroun, d'abord parce qu'il y a un leadership historique au Cameroun s'agissant de l'entrepreneuriat féminin, parce que SCB Cameroun, qui porte le Club Afrique Développement Cameroun, a déjà travaillé sur le sujet par le passé. Donc nous avons travaillé avec SCB Cameroun et aussi en mettant en synergie les autres banques de la région CEMAC, à savoir Attijari Tchad, le Crédit du Congo et l'Union Gabonaise de Banque, pour trouver le développement concret, la concrétisation de ce programme. Et donc la primeur va à la région CEMAC. Ce n'est pas une extension, c'est un premier pas et le premier pas il commence ici en région CEMAC. Rappelons que le Stand Up for Africa Women Entrepreneurs, SUFAWE, est une initiative du groupe Attijari Wafa Bank, née de la signature d'une convention de partenariat portant sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs africaines entre le groupe Attijari Wafa Bank et la Banque africaine de développement et plusieurs associations patronales féminines le 14 mars 2019 à l'occasion de la 6e édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca, au Maroc. Les conséquences de la guerre en Ukraine se font sentir en Afrique du Sud. Alors qu'une hausse des prix des carburants est observée, le gouvernement s'est décidé à venir en aide aux foyers les plus vulnérables. C'est en ce sens qu'une réduction temporaire de la taxe sur le carburant a été annoncée. Elle sera effective du 6 avril au 31 mai prochain. Les précisions de Samantha Sabirou Saboubanga. En Afrique du Sud, le gouvernement a pris la décision d'introduire une réduction temporaire de 1,50 rand par litre sur la taxe sur le carburant. Une mesure qui va sans doute installer une plus grande concurrence entre les détaillants de carburant. L'exécutif envisage ainsi baisser les prix de l'essence pour espérer aider les consommateurs et freiner l'inflation galopante dans le pays. Oui, il est bien de réduire le carburant, de réduire les frais de carburant. Mais pour toucher un plus grand nombre de consommateurs, il serait bon de réduire les produits alimentaires de base tels que le riz, le sucre, le sel et tous les autres aliments que consomment habituellement les personnes de bas revenus en Afrique du Sud. Parce que ce sont ces personnes très vulnérables qui sont plus en contact avec la hausse vertigineuse des prix et qui en souffrent terriblement. Sous la pression de la hausse de l'inflation et de l'explosion du prix du pétrole suite à la guerre en Ukraine, le gouvernement a proposé l'introduction d'un plafond de carburant qui permettra aux détaillants d'essence de facturer moins le prix maximum. Une mesure que le ministre des Finances, Enoch Gondogwana, déplore. Selon lui, cette réduction partielle de la taxe sur le carburant coûtera environ 6 milliards de rands en recettes fiscales perdues pour la période de 2 mois. La réduction de ces prix permettrait aux populations de bas revenus de traverser le cap de cette crise qui a désorganisé l'équilibre des prix sur les marchés. À noter que cette réduction de la taxe sur les carburants en Afrique du Sud sera appliquée du mercredi 6 avril au mardi 31 mai 2022. En Afrique, les gouvernements intensifient les efforts pour atténuer l'impact de la crise russo-ukrainienne sur le portefeuille de leurs citoyens. Nous nous envolons à présent pour le Sénégal à la découverte de SUPIMAX, l'Institut supérieur des arts et métiers du numérique. Créé il y a quelques années déjà, l'établissement propose des formations dans divers domaines tels que la communication digitale ou encore les arts graphiques et numériques. Reportage de notre correspondante Philomène Tine. L'éducation au Sénégal est une priorité pour les autorités, mais l'éducation de qualité reste surtout un enjeu majeur pour la jeunesse. La libéralisation du secteur a vu le développement considérable d'écoles de formation supérieure et d'universités privées. Établissements privés d'enseignement supérieur, centres agréés de certifications internationales, SUPIMAX offre des formations autour des métiers du numérique. Aujourd'hui, nous formons sur tout ce qui est art graphique numérique, l'infographie, tout ce qui est audiovisuel numérique et la communication digitale, le web et les réseaux sociaux. En externe, on a beaucoup d'activités. Déjà avec nos partenaires qui
qui nous demandent des fois des étudiants pour qu'ils viennent participer à des productions de films ou à des ateliers de photos ou en infographie. Comme activité interne aussi, on a des ateliers dans lesquels on invite beaucoup de professionnels. Le numérique a une très grande influence sur le monde du travail et les habitudes au quotidien, estiment les spécialistes. Une étude publiée par l'entreprise américaine de technologie Dell et l'Institut pour le futur indique que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Selon Boubacar Badji, enseignant à Supimax, le numérique est devenu incontournable dans tous les domaines d'activité. Le numérique aujourd'hui est devenu indispensable dans l'éducation, mais surtout dans tous les domaines d'activité. L'Afrique doit s'intéresser aujourd'hui au métier du numérique parce que tout simplement, on est dans un monde de communication où la médiatisation ou tout simplement le marketing, tout passe par le numérique. La communication est devenue imagée et quand on parle d'image, on parle de numérique. Les formations essentiellement pratiques proposées par Supimax permettent aux apprenants d'être opérationnels pour pouvoir s'adapter à leur environnement de travail. Les enseignements dispensés par Supimax, selon mon avis, sont vraiment bien. Je m'adapte bien, je comprends bien. Les professeurs sont très explicites et nous donnent aussi des travaux. On arrive à mieux assimiler les cours. Les logiciels sont mis à notre disposition, ils sont gratuits. Supimax nous permet d'être opérationnels, du fait que les devoirs qu'on nous donne sont axés essentiellement sur des projets professionnels, des situations qu'on peut rencontrer en entreprise. L'Institut Supimax est né du groupe Supinfo Sénégal, créé en 1992. Ce groupe compte un autre institut, à savoir Supinfo, qui est plus orienté vers les métiers de l'informatique. Le groupe consacre son expertise à former des jeunes à l'utilisation de technologies innovantes et novatrices. À noter que le Sénégal va célébrer le 4 avril prochain le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une célébration qui sera marquée par plusieurs festivités que vous pourrez suivre sur Africa 24. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.